Si on avait dit à Isabelle que la personne qui enfoncerait le couteau dans son dos serait celle-là même qui l'aidait à sécher ses larmes, elle l'aurait traitée de folle. On dit souvent qu'il faut se méfier de ses ennemis, mais personne ne nous apprend à nous protéger de notre meilleur ami. Voici l'histoire d'Isabelle, qui a découvert la vérité un mardi après-midi ordinaire dans son appartement de Cocody. Abidjan, une fin d'après-midi dorée, quand la chaleur se fait enfin clémente et que les rues de Cocody commencent à respirer. Dans un appartement au 3e étage d'un immeuble propre, deux femmes partagent un plat de riz gras en riant aux éclats. C'est Isabelle et Nadia. Deux prénoms, un seul cœur du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Isabelle, 31 ans, directrice commerciale dans une entreprise de logistique. Belle, posée et ambitieuse. Le genre de femme qui entre dans une pièce et dont on se souvient. Mariée depuis 4 ans à Théodore, un homme que ses collègues et ses amis lui envient, et que sa mère appelle encore « le bon parti » à chaque appel téléphonique. Et Nadia, 30 ans, l'amie, la confidente, la sœur que le sang n'avait pas donnée mais que la vie avait offerte. Elles s'étaient rencontrées à l'université, en première année de gestion, deux filles perdues dans un amphi de 300 étudiants. Depuis lors, elles n'avaient pas laissé passer une semaine sans se voir. Nadia connaissait le code du portail de la résidence d'Isabelle. Elle avait sa propre clé. Elle savait comment Isabelle aimait son café, 2 sucres, une larme de lait et elle connaissait le nom de sa première déception en amour, un garçon effacé du secondaire dont même le souvenir faisait sourire. Nadia est comme ma sœur, disait toujours Isabelle. Théodore, lui, l'appelait la marraine du couple. Elle était présente à leur fiançailles, au premier rang de leur mariage, marraine de leur futur enfant qu'ils n'avaient pas encore mais dont ils parlaient déjà. Ce soir-là, dans la cuisine parfumée d'Isabelle, Nadia riait de bon cœur. Elle l'aidait à préparer un dîner pour l'anniversaire de Théodore. Elle goûtait les sauces, donnait son avis sur le dressage des assiettes, choisissait la playlist. Elle était là. Comme toujours, indispensable, irremplaçable. Isabelle la regardait avec une affection sincère, reconnaissante d'avoir cette présence lumineuse dans sa vie. Elle ne savait pas encore que cette lumière-là avait une double face. Elle ne savait pas encore que certains sourires sont des masques taillés dans la trahison. Tout a commencé avec un parfum. C'était un samedi, 3 semaines avant les événements. Isabelle rentrait chez elle plus tôt que prévu d'un déplacement professionnel à Boisquet. En poussant la porte de la chambre, une odeur familière avait flotté jusqu'à elle. Douce, entêtante, boisée. Ce parfum. Celui de Nadia. Rien d'extraordinaire, se pense-t-elle. Nadia était passée dans l'après-midi, Théodore le lui avait confirmé par message. Elle a déposé le livre qu'elle t'avait emprunté. Normal. Pourtant, quelque chose dans cette odeur accrochée au coussin du canapé, à la veste de Théodore posée sur le dossier d'une chaise avait froncé un sourcil intérieur qu'Isabelle s'était empressée de lisser. Elle ne voulait pas être ce genre de femme, celle qui cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Puis il y eut le regard. Un dîner entre amis, 7 personnes autour d'une table dans un restaurant du plateau. En plein milieu d'un éclat de rire général, Isabelle avait levé les yeux. Théodore et Nadia se regardaient. Un demi-seconde, peut être moins mais ce genre de regard-là ne se mesure pas en secondes. Il se ressent dans la poitrine, quelque part entre les côtes, là où on a l'habitude de ranger ce qu'on ne veut pas voir. Ils avaient détourné les yeux instantanément, presque simultanément. Isabelle avait souri, porté son verre à ses lèvres. Elle n'avait rien dit. 3 jours après ce dîner, Isabelle retrouva quelque chose dans la poche intérieure de son sac à main. Un bracelet, fin, en or rose, avec une petite breloque en forme de papillon. Elle ne l'avait jamais vu. Ce n'était pas le sien. Elle resta un moment à le tenir entre ses doigts, tournant et retournant le bijou dans la lumière de la cuisine. Le genre de bracelet qu'une femme laisse tomber sans s'en apercevoir ou qu'elle oublie parce qu'elle est pressée de partir. Isabelle posa le bracelet sur le comptoir. Elle appela Théodore et lui dit « Il y a un bracelet dans mon sac, en or rose, avec un papillon. C'est à qui ?» Un silence d'une fraction de seconde. Théodore répondit « Je sais pas. C'est sans doute tombé dans ton sac chez une collègue, non? Ou au bureau ?» Sa voix était calme, naturelle, presque convaincante. Isabelle raccrocha sans répondre. Elle regarda à nouveau le bracelet. Il n'avait rien d'un bijou de bureau. Ce n'était pas le genre de chose qui tombe par accident dans un sac fermé. Quelqu'un avait posé ce bracelet là ou l'avait perdu dans un endroit qu'Isabelle ne voulait pas encore nommer. Cette fois, elle prit son téléphone. Envoya une photo du bijou à Nadia avec un seul message « Tu reconnais ça ?» Les 3 petits points d'une réponse en train de se taper apparurent. Puis disparurent. Puis réapparurent.
Puis plus rien. Nadia ne répondit jamais à ce message. Isabelle attendit. 1 heure, 2 heures. Elle finit par rappeler. Nadia décrocha à la 3e sonnerie, la voix légère, désinvolte, trop désinvolte, et dit « Ah, j'ai même pas vu ton message, chérie. C'est quoi ce bracelet ?» Elle enchaîna « Non, ça me dit rien du tout. Pourquoi tu me demandes ça à moi ?» Pourquoi tu me demandes ça à moi resta dans l'esprit d'Isabelle longtemps après la fin de l'appel. Elle n'avait pas dit à Nadia qu'elle le lui demandait à elle en particulier. Elle avait juste envoyé une photo, sans contexte. Nadia avait ajouté cette précision toute seule. On ne pas, pourquoi à moi, quand on n'a rien à cacher? Les semaines suivantes, les détails s'accumulèrent avec la discrétion cruelle de la vérité qui avance à pas feutrés. Un soir, en rentrant du bureau, Isabelle avait entendu Théodore au téléphone dans leur chambre. La porte était entrebâillée. Sa voix était basse, presque murmurée, ce ton qu'il n'utilisait pas pour ses clients, ni pour sa famille. Elle avait poussé la porte, il avait raccroché. Trop vite. Isabelle lui dit « C'était qui ?»« Un collègue. Pour le dossier de demain, répondit Théodore. Elle avait encaissé, mais quelque chose dans ses yeux à lui, un léger décalage entre le mot et le regard, l'avait refroidi de l'intérieur. Elle en parla à Nadia. Bien sûr. À qui d'autre elle aurait pu en parler ? Elle lui raconta tout, le parfum, le regard au restaurant, le bracelet, le coup de téléphone. Nadia l'écouta, sourcils froncés, main posée sur la sienne. Nadia répondit « Isabelle, tu te fais des films. Théodore t'adore, tu le sais. Ne laisse pas ton stress professionnel contaminer ton couple. Et le bracelet, tu travailles avec des dizaines de gens, ça peut venir de n'importe où. » Isabelle s'y était accrochée comme à une bouée. Nadia avait raison, forcément. Elle connaissait Théodore. Elle les connaissait tous les deux. Si quelque chose clochait vraiment, elle le verrait, non ? Ce que Nadia ne lui dit pas et ne lui dirait jamais, c'est que ce coup de téléphone raccroché si vite, c'était elle. Et que le bracelet en or rose avec le papillon lui appartenait. Le destin a cette habitude cruelle, il choisit les moments les plus ordinaires pour révéler les trahisons les plus extraordinaires. Ce mardi-là, Isabelle était rentrée à la maison à 14 h, chose rare. Une réunion annulée, une fenêtre inattendue dans son agenda chargé. Elle avait décidé de faire une surprise à Théodore, sans doute préparer son plat préféré, ou juste profiter du calme de leur appartement avant que le soir ne ramène sa routine. L'appartement était silencieux. Théodore n'était pas là ou du moins, c'est ce qu'elle crut d'abord. Elle posa son sac, alla à la cuisine remplir un verre d'eau. C'est là qu'elle vit le téléphone de Nadia, posé sur le comptoir. Nadia, ici, sans qu'on lui ait dit. Isabelle fronça les sourcils. Son cœur fit quelque chose d'étrange, pas encore de la douleur, plutôt une anticipation de douleur, comme quand on voit le verre tomber mais qu'on n'a pas encore entendu le bruit. Elle prit le téléphone. L'écran s'alluma automatiquement, déverrouillé. Une notification, un message vocal de Théodore. Envoyé la veille à 23h47. Elle hésita. Une fraction de seconde qui dura une éternité. Puis elle appuya sur lecture. La voix de son mari emplit la cuisine silencieuse. Chaque mot était une incision nette dans quelque chose qu'elle ne pourrait plus jamais recoller. Elle ne bougea pas. Elle ne cria pas. Elle ne fit rien. Le téléphone glissa lentement de ses doigts sur le comptoir. Elle resta là, debout, les yeux fixes, à écouter sa vie changer de forme. Puis elle entendit des pas dans le couloir. La porte de leur chambre à coucher s'ouvrit. Nadia apparut, les cheveux défaits, portant une robe blanche bien moulante. Elle s'arrêta net en voyant Isabelle. Derrière elle, Théodore sortit. Le silence qui suivit fut le plus long, le plus lourd, le plus dévastateur de toute la vie d'Isabelle. Ce n'était pas le genre de silence qu'on peut remplir avec des mots. C'était le genre de silence qui vous indique, sans équivoque possible, que vous êtes en train de perdre 2 personnes à la fois. La voix d'Isabelle, quand elle revint, était méconnaissable. Pas de cris, pas de larmes. Quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Sortez de chez moi. Théodore fit un pas en avant et dit « Isabelle, laisse-moi expliquer, sortez. » Nadia, elle, ne bougea pas immédiatement. Et c'est là qu'Isabelle comprit que les choses allaient être encore plus laides qu'elle ne le croyait. Il y avait quelque chose dans le regard de Nadia, non pas de la honte, non pas du regret, mais une espèce de défi tranquille qui glaçait le sang. « Tu voulais le savoir, » dit Nadia, la voix posée, presque douce. Au fond, tu le savais. Isabelle la regarda sans comprendre d'abord. Je t'aidais à sécher tes larmes depuis des années, continua Nadia. Ces absences, ces silences, ces retards, je t'écoutais te plaindre d'un homme qui ne te voyait plus vraiment. C'est moi qui t'ai tenu à bout de bras à chaque crise, et pendant tout ce temps, lui me voyait. Tu ne le méritais pas,
Il me l'a dit lui-même. Ces mots tombèrent dans la pièce comme des pierres dans un puits. Isabelle sentit le sol se dérober non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'absurdité monstrueuse de cette logique. La femme qui était supposée être sa sœur était en train de lui expliquer, avec calme et conviction, pourquoi elle avait le droit de la trahir. Dans la tête d'Isabelle, les images défilèrent à toute vitesse. Nadia qui posait des questions sur l'emploi du temps de Théodore. Nadia qui lui déconseillait d'aller à ce voyage de couple pour souffler un peu. Nadia qui récupérait les clés de la voiture pour rendre service. Nadia qui était toujours là, toujours disponible, toujours présente, pas pour elle. Pour lui, Théodore avait la tête basse. Lui, au moins, n'essayait pas de se justifier. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait que les mots, à cet instant précis, seraient des insultes supplémentaires. Depuis combien de temps ? Demanda Isabelle. Pas un mot. Elle répéta, depuis combien de temps ? Plus fort cette fois, le premier tremblement dans la voix. Ce fut Nadia qui répondit. Et la réponse brisa quelque chose d'irréparable en Isabelle. Pas parce que c'était long. Parce que ça avait commencé 1 mois après le mariage. Nadia était au premier rang. Nadia avait pleuré de bonheur lors du discours. Nadia avait serré Isabelle dans ses bras en lui disant « Tu mérites tout le bonheur du monde ». 1 mois après, elle avait commencé à lui voler ce bonheur, méthodiquement, en souriant. Isabelle n'avait plus de larmes. Elle avait dépassé la frontière de la douleur ordinaire. Elle était entrée dans cette zone de froideur absolue que les gens n'atteignent que lorsque la trahison est totale, quand ce n'est pas seulement l'amour qu'on perd, mais la capacité même de faire confiance. Elle ouvrit entièrement la porte de l'appartement. Vous avez 5 minutes. Les semaines qui suivirent furent les plus silencieuses de la vie d'Isabelle. Elle avait changé les serrures le soir même. Pas pour Théodore, pour Nadia. Parce que Nadia avait un double des clés, et qu'il y avait quelque chose d'insupportable à l'idée que cette femme puisse encore entrer dans son espace, dans ses affaires, dans ses pensées comme elle l'avait fait pendant des années. Les gens autour d'elle voulaient qu'elle s'effondre. Ils attendaient le drame visible, les appels en pleurs, les posts cryptiques sur les réseaux, les nuits à boire. Isabelle ne leur donna pas cette satisfaction. Elle se leva chaque matin. Elle alla travailler. Elle mangea et dormit. Pas parce qu'elle n'avait pas mal, elle avait mal, d'une douleur sourde et profonde qui allait prendre du temps à cicatriser, mais parce qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel. La trahison n'avait pas débuté le jour où elle avait trouvé le téléphone, c'était bien avant. Elle avait commencé le jour où elle avait ignoré ses propres instincts pour ne pas avoir l'air folle. Isabelle repensa à chaque moment où elle avait étouffé ce pressentiment inconfortable. Le parfum, le regard, le coup de fil. Autant de signaux auxquels elle avait refusé d'obéir, non pas par stupidité, mais parce qu'on lui avait appris toute sa vie que douter de ses proches était une faiblesse, un manque de confiance, une trahison en soi. Personne ne lui avait jamais appris que l'intuition est un sens à part entière, que le malaise ressenti a le droit d'exister, que la confiance aveugle n'est pas une vertu, c'est une naïveté qu'on peut se permettre jusqu'au jour où on ne peut plus. Elle prit rendez-vous avec un avocat. Elle entama la procédure de divorce avec la même efficacité froide qu'elle mettait dans ses dossiers professionnels. Elle coupa le contact avec Nadia définitivement, sans explication, sans lettre, sans scène de clôture. Certaines personnes ne méritent pas de discours final. Et peu à peu, dans ce vide douloureux qu'avaient laissé 2 présences toxiques, quelque chose d'inattendu commença à pousser, du calme. De la clarté, la conscience légère mais ferme qu'elle s'était retrouvée. Elle n'avait pas perdu un mari et une amie. Elle avait été délivrée de 2 personnes qui n'avaient jamais mérité la place qu'elle leur avait donnée. Un soir, 6 mois plus tard, Isabelle était debout seule sur son balcon. La ville d'Abidjan bruissait doucement en contrebas. Elle tenait son café, 2 sucres, une larme de lait. Elle n'appelait plus personne pour partager ce moment. Elle n'en ressentait plus le besoin de la même manière. Elle apprit à choisir ses confidences avec soin. Elle apprit que la vraie intimité se gagne, se vérifie, se mérite dans la durée. Elle apprit que la solitude choisie vaut 1000 fois mieux que la compagnie qui vous vide en souriant. Et surtout, elle apprit à s'écouter elle-même. Ce murmure intérieur qu'on étouffe parce qu'il est inconfortable. Cette petite voix qu'on traite d'excessive, de jalouse, de paranoïaque. Cette voix qui, ce jour-là dans la cuisine, avait reconnu le parfum avant même que le cerveau ne consente à comprendre. La morale de l'histoire. Les ennemis portent des masques. Les traîtres, eux, portent votre confiance. Votre instinct ne vous ment jamais. C'est votre politesse qui vous trahit. Méfiez-vous de ceux qui savent tout de vous et qui ont tout à gagner à vous voir tomber. Avez-vous déjà vécu une trahison de quelqu'un de proche? Racontez-nous dans les commentaires. Dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous, nous avons encore beaucoup d'histoires à vous raconter.